Un invité, une conversation, une conversation, Un invité, Un mot, une conversation. un invité, Un mot. une conversation. Les lundis du 1. Bienvenue dans les lundis du 1, le podcast qui prend le temps de la conversation. Dans chaque épisode, Éric Fotorino reçoit un grand invité qui, à travers un mot, éclaire notre époque. Pour cette rencontre, Mona Ozouf, invitée d'Éric Fotorino, a choisi le mot « nouveauté ». Bienvenue Mona. Vous avez choisi le mot « nouveau » que moi j'ai transformé naïvement en « nouveauté ». Alors on va peut-être commencer comme ça. Le nouveau, la nouveauté. Pourquoi avez-vous choisi de nous entraîner sur ce chemin-là ? Quand vous m'avez demandé de choisir un mot, j'ai été moi-même surprise par la rapidité de ma réaction. J'ai dit, je parlerai bien du nouveau. Vous m'aviez d'ailleurs suggéré, vous pouvez parler de ce que vous voulez, vous pouvez parler de révolution ou de république, ce qui ont été effectivement des sujets de réflexion et dans mon travail antérieur. Mais ça n'est pas non plus sans rapport. Le nouveau n'est pas sans rapport avec l'événement prodigieux de notre histoire, qui est la Révolution française. Du coup, on attrape aussi ces sujets, République et Révolution, par l'idée de nouveauté et par le prestige qu'apporte l'idée de nouveauté à un projet politique. C'est presque à la fois un projet politique et un projet philosophique. Donc le nouveau me paraît un peu plus large que la nouveauté. La nouveauté est plus circonscrite. On peut dire que tel progrès technologique ou scientifique est une nouveauté parfaitement repérable. En revanche, le nouveau pose le problème de la convergence ou de la compatibilité entre divers temps. Et par exemple, on ne peut pas penser le nouveau sans penser à la possibilité de créer un avant et un après. Et c'est un peu cela qui m'avait incité à vous proposer le nouveau. Alors, pourquoi aujourd'hui le nouveau vous traverse l'esprit ? Est-ce que dans la vie que nous menons aujourd'hui, tout à l'heure on parlera bien sûr de la révolution et de la nouveauté incroyable ou du nouveau qu'elle a apporté, mais est-ce que l'aujourd'hui, Jacques Lacarrière parlait du bel aujourd'hui, est-ce qu'il y a du nouveau à dire sur cet aujourd'hui ? Il y a du nouveau à dire, mais ce nouveau nous ramène vers l'ancien, vers un retour vers l'ancien et parfois vers un ancien peu sympathique, peu optimiste. Je pense que ça a été dicté chez moi par le choc que m'a fait l'apparition sur les murs de nos villes des étoiles de David. Ça réveille des souvenirs sinistres. Et je pense que nous vivons aujourd'hui la malédiction des retours ou des répétitions. Quand on observe ce genre de phénomène, on se dit « mais où est l'allégresse de ma jeunesse ?» Je crois que c'est particulièrement aigu chez les gens de ma génération parce que nous avons vécu la guerre enfant, pas directement, souvent de façon assez oblique ou parfois assez lointaine, ce qui est mon cas, mais malgré tout, ma génération sortant de la guerre s'est construite sur l'idée d'une plus jamais ça. Ça, on ne verra plus jamais ça. Et ça donnait à cette génération-là une sorte d'allégresse extraordinaire et de futur grand ouvert. Or aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, je crois, à penser, c'est l'avenir. L'avenir est devenu infigurable. Cet avenir infigurable, dites-vous, c'est une belle expression, est-ce qu'il prend, où est-ce qu'il prend justement une figure ? Est-ce que c'est l'enfance ? Est-ce que c'est les générations qui viennent qui peuvent justement porter l'espoir d'un nouveau qui ne serait pas lugubre et nous ramènerait à ce que vous appeliez le 19e siècle, des répliques et des retours ? Moi, je crois que vous touchez là un point très sensible aujourd'hui.
et du reste qui pourrait être illustré par le livre très récent de Jean Birnbaum, dont j'ai oublié le titre, mais vous allez peut-être me le rappeler. J'ai oublié aussi, mais ce qui est important, c'est de dire qu'il parle de l'enfance. Oui, il dit en quelque sorte, son livre est consacré à l'idée qu'aujourd'hui, l'avenir est devenu pour nous tous opaque. Nous avons presque tous, me semble-t-il, la sensation de vivre un prologue, et un prologue sinistre, qui peut être d'ailleurs un prologue écologique, qui annonce une défaite écologique, qui peut être politique, et ça aussi c'est une actualité. La présence du Front National ou du Rassemblement National dans les manifestations, ça ouvre aussi sur ce problème. Difficile d'imaginer un avenir, et du coup, la seule figure possible à convoquer, si on veut retrouver un peu de jouvence ou d'élan, c'est la figure de l'enfant, dit Birnbaum. La figure de l'enfant est encore quelque chose qui nous fait penser à l'avenir, imaginer un certain avenir, mais c'est vraiment tout ce qui subsiste, je crois. D'où l'importance de réfléchir sur ce que c'est que la nouveauté. Mona, je me souviens dans un entretien ancien, vous m'aviez dit, comme historienne, je sais que l'impensable est possible. Cet impensable aujourd'hui, qui est par définition donc du nouveau, Oui. où est-ce que vous le voyez surgir? Où est-ce qu'il a déjà surgi par le passé? C'est-à-dire, vous comme historienne, des choses que vous auriez pensé précisément ne pas pouvoir survenir sont arrivées tout de même. Oui, c'est exactement ce à quoi j'ai fait allusion. On n'imaginait pas reproduire cet irrationnel. Il me semble que le nouveau aujourd'hui ouvre tout grand vers l'irrationnel, ou ce qui était difficile, ou ce qui est difficile à penser dans l'ordre de la pure raison. Et au fond, il y a quelque chose là de très présent dans la pensée. On peut dire que le nouveau a souvent consisté à reconnaître l'irrationnel au sein d'un projet raisonnable, c'est-à-dire à ouvrir sur les folies variées que peuvent inventer les humains. Donc une ouverture sur un monde de folie, de fièvre, de désastre. C'est assez fréquent aujourd'hui. Est-ce que ce que l'on considère comme nouveau, ce n'est pas quelquefois ce qu'on a tout simplement oublié? Oui, il y a bien des cas où le nouveau n'arrive à percer comme nouveauté qu'en prenant la figure de l'ancien. Donc la relation entre l'ancien et le nouveau traverse tous les domaines que nous évoquons. Et souvent, pour parvenir à suivre le chemin du nouveau, il faut trouver les moyens de rattacher ce nouveau à l'ancien, ce qui est d'ailleurs une aventure étrange, puisque dans la Révolution française, certains de ces penseurs disent volontiers que tout est neuf en révolution. C'est une phrase de Saint-Just. Ce qui n'est pas nouveau dans un siècle d'innovation est pernicieux. Alors, justement, je voulais vous amener à votre chère Révolution. Vous citez dans un entretien ancien cette phrase de Mirabeau. Au moment de la Révolution, la chute de l'Ancien Régime, il nous dit « Il nous est permis de croire que nous recommençons l'histoire des hommes ». Oui, c'est une phrase magnifique. Recommencer, c'est souvent un rêve. Pouvoir recommencer sa vie, par exemple. Et ça a été le rêve de la Révolution. Nous pouvons recommencer l'histoire à zéro. Et d'ailleurs, le calendrier révolutionnaire débute sur un an 1 de la liberté, qui n'est évidemment pas un an 1 de la pensée humaine. Loin de là. Mais c'est vécu comme cela. Et on peut dire que la phrase est magnifique pour bien des raisons. Elle est magnifique parce que c'est vrai que c'est un espoir de recommencer à zéro, d'effacer ses fautes, ça efface les regrets, on recommence tout, c'est magnifique. Mais il y a quelque chose dans la phrase de Mirabeau qui fait place au doute. Il dit « Il nous est permis de croire que nous recommençons ». Donc c'est pas gagné du tout. Cette idée n'est pas gagnée, elle est au fond chaque fois à regagner sur l'inertie, sur la paresse, sur les habitudes, sur tout ce qui constitue l'armée
des contre-révolutionnaires, ou l'armée des gens qui sont rattrapés par leurs habitudes, leurs ankyloses. Du reste, ces hommes de la Révolution ont des mots tout à fait parlants là-dessus. Par exemple, il est question à un moment d'échapper à la substance durcie des hommes. La substance durcie des hommes, c'est l'ankylose des habitudes, des usages, des mœurs, qui d'ailleurs s'opposent aux lois. Alors, nous allons continuer sur la Révolution et puis même sur l'idée républicaine qui a surgi tout au long du 19e siècle. Mais je voulais revenir à La Nilis, ce petit village du Finistère où vous avez vu le jour. Et je me souviens que quand vous étiez enfant, parce que vous me l'avez raconté, je m'en souviens pas comme ça, vous regardiez des cartes muettes et vous essayiez d'imaginer mentalement comment vous partiriez de votre village jusqu'à Saint-Brieuc, de Saint-Brieuc jusqu'à Paris et de Paris, la liberté. Je voulais vous demander de nous raconter qu'est-ce que le nouveau représentait pour la petite fille de 8 ans qui allait à l'école en Bretagne. Oh, ça représentait beaucoup parce que j'ai eu une enfance pas du tout malheureuse, avec la certitude d'être aimé, et même peut-être un peu trop aimé. Donc, c'est pas du tout une enfance malheureuse, mais c'est une enfance très solitaire et très recluse. Recluse, pourquoi ? J'habite une école, puisque ma mère a un logement de fonction dans l'école où elle est devenue directrice de l'école maternelle. Ma mère vit dans le chagrin définitif de la mort de mon père lorsque j'ai 4 ans. On ne sort jamais de l'espace scolaire. Ma mère a en horreur la promenade dominicale, qui pourtant ouvre sur un paysage breton sublime, un paysage maritime formidable, mais il n'y a aucune sociabilité. Ma mère est vraiment enfouie dans un chagrin définitif. Et donc, une échappée, pour moi, une des grandes échappées de mon enfance, c'est la contemplation, pendant les cours, d'ailleurs, pendant la classe, la contemplation des cartes géographiques qui changent. Et donc, je rêve beaucoup là-dessus parce que, par exemple, la carte des chemins de fer, ça m'enchante, parce que je vois bien qu'il y a un fil noir qui relie la petite commune de Plouha, dans les Côtes-d'Armor, qui s'orne au bas, d'ailleurs, du terrain vague qui jouxte l'école, d'une petite gare joujou, attendrissante, qui porte le nom très ambitieux de Plouha-Ville. Et du coup, ça me réconforte, cette carte, parce que je sens que ce petit fil noir va me conduire de Plouha peut me conduire de Plouha à Saint-Brieuc, que de Saint-Brieuc, on est relié par un fil noir un peu plus important à Paris, et de Paris, on peut aller partout. Et ça m'enchante. Ça m'enchante comme remède au côté quand même très reclus, voilà, de ma vie enfantine. Ça me console et me donne le sentiment d'ouverture vers le nouveau, justement. Alors, Mona, après cette guerre, en 1947 exactement, vous remportez le concours général de français, Oui. Ce qui vous vaut cette nouveauté de pouvoir enfin aller à Paris, et il se passe des choses assez extraordinaires pour vous. Oui, enfin, en même temps, c'est vécu dans une sorte d'incrédulité complète, parce que ça veut dire tout d'un coup la nouvelle que j'étais première à ce concours général des lycées, sur un sujet dont j'ai toujours le souvenir du reste. Vous pouvez nous le dire? C'était pas un sujet facile. Oui, c'était même un sujet un peu ambitieux, je trouve. Il s'agissait de réfléchir sur une phrase de Pascal, sur laquelle on a de quoi réfléchir toujours aujourd'hui. Et Pascal disait « Les meilleurs livres sont ceux que ceux qui les lisent croient qu'ils auraient pu faire. » Et moi, j'étais totalement en opposition à cette phrase, et j'ai plaidé pour le non. Non, les meilleurs livres ne sont pas ceux qu'on imagine pouvoir faire soi-même. Mais ça ouvre beaucoup de perspectives quand même. À mon avis, c'est un éloge de la culture classique qui est caché derrière cette phrase. J'étais bien incapable de plaider ça. J'ai pris la phrase comme adressée à moi. Et j'ai répondu sur ce mode, mais ça a dû plaire aux examinateurs. Donc
Et alors, ça m'a valu beaucoup de nouveautés dans la vie. Prendre le train, déjà, extraordinaire. Paris, un séjour d'une semaine chez des amis de ma mère, de vieux amis de ma mère, et la visite canonique des monuments parisiens, et aussi quelques projets d'avenir qui me font penser déjà qu'il faudra bien venir à Paris pour finir mes études. Voilà. Alors, précisément, cette révolution française, quand vous arrivez à Paris, elle vous fascine parce qu'elle vous permet d'entrer dans l'histoire d'un pays, la France, qui est à la fois héritier et révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce que ça représentait, ça, cette révolution? C'est un problème énorme qui reste au centre, d'une certaine façon, de la politique française. C'est que la France est le pays le plus héritier, dont l'histoire est très, très longue par rapport à d'autres pays européens comme l'Allemagne ou comme l'Italie, qui n'ont pas encore conquis leur unité. Mais c'est vrai que cette longue histoire d'une nation dont l'unité a été conquise par l'État et très tôt, voilà, fait contraste avec les autres régimes européens. Donc un pays très longuement héritier et très révolutionnaire, ce qui est bien entendu contradictoire, puisque une des préoccupation de la Révolution française a été de rompre avec l'héritage et de construire un monde tout à fait nouveau. Et alors, précisément, cette idée révolutionnaire, elle va amener l'idée de la République, dont vous dites que finalement, c'était pas gagné d'avance. On a l'impression que le nouveau, c'est difficile de se lancer dans le nouveau, qu'on a l'impression qu'il va perdre le nouveau. Il y a tout de suite des limites à cette croyance qu'en effet, on va entrer dans un monde où seule la raison humaine, la raison raisonnante, a sa place, et où il faut rompre avec les croyances héritées, avec les usages aussi hérités. Donc, que la France concentre en elle-même deux éléments absolument indispensables, l'un et l'autre, mais contradictoires. Ça fait augurer immédiatement des grandes difficultés de la Révolution à s'installer, ce qui est évidemment illustré à l'envi par notre 19e siècle, qui est un 19e siècle des retours en arrière. Tout régime du 19e siècle porte le chiffre 2 ou le chiffre 3 et tord le cou au nouveau qu'a représenté la Révolution. Songez qu'il y a deux monarchies, il y a trois rois, mais il y a deux monarchies. Une monarchie restaurée, avec Louis XVIII et Charles X, et une monarchie bricolée, celle de Louis-Philippe, qui revendique le drapeau tricolore, et qui, c'est un comble, porte le nom d'une révolution. La monarchie louis-philipparde se nomme elle-même monarchie de Juillet. Oui. Alors précisément, Mona, dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a cette phrase qui vous a frappé, c'est « les hommes naissent libres et égaux ». L'idée même de dire « les hommes naissent » est déjà une révolution. Oui, c'est très frappant, cette phrase inaugurale. Les hommes naissent, c'est particulièrement frappant. Pourquoi ? Parce que être né sous l'Ancien Régime, ça voulait dire être bien né, être né du bon côté. Or, avec la formule révolutionnaire, les hommes naissent libres et égaux, etc., la naissance devient un phénomène qui n'est plus du tout sociologique, mais qui est un phénomène biologique banal et neutre. Être né, c'est simplement être venu au monde, mais sans du tout le poids d'un héritage quelconque. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'état du pays, est-ce que vous avez le sentiment, quand vous disiez tout à l'heure, quand on entre dans l'idée républicaine, on abandonne des affects, on crée, c'est un peuple, une nation, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque d'archipélisation, comme dit Jérôme Fourquet, ou de voir des communautés supplanter l'idée républicaine ? Comment dire ? Je suis un peu perplexe avec l'idée de communauté. Je pense qu'il y a dans la France d'aujourd'hui un communautarisme imaginaire, d'une certaine façon. Il y a des communautés, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de communautarisme,
Mais à mes yeux, l'idée de patriotisme qui implique que tout ce que fait la patrie doit être défendu, quelle que soit la valeur morale, ça fait un communautarisme assez réussi. Et il est constamment opposé. Le patriotisme est opposé au communautarisme dans l'esprit des Français. Moi, j'en suis pas complètement convaincu. Je pense qu'il est difficile d'échapper à la communauté parce que justement, elle repose sur des affects, des particularités qui parfois peuvent être même géographiques, locales, etc. Mais je pense que c'est une erreur complète de penser que les communautarismes ou les appartenances particulières ne peuvent pas être négociées avec l'idée de l'universel. Il y a toujours quelqu'un pour me demander « mais vous êtes plutôt bretonne ou vous êtes française ?» Ça me paraît une question complètement absurde. Parce que, bien entendu, la réponse est les deux, et les deux sont plaidables dans des contextes différents. Je trouve qu'il n'y a pas de contradiction absolue entre le fait d'être français dans bien des cas et dans bien des contextes, et d'être à la fois attaché à la particularité d'une région. Et du reste, il me semble que la Bretagne contemporaine a assez bien résolu la question, parce que les Bretons, dans leur grande majorité, sont à la fois fiers d'être Bretons et fiers d'être Français. Il y a eu un sondage il y a quelques années entre les provinces, les pays, les régions françaises, et on posait la question aux gens, à l'échantillon breton, alsacien, corse éventuellement. On posait la question, trois questions. Êtes-vous très fier d'être de chez vous, c'est-à-dire de votre petit patelin, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes fier d'être français? Est-ce que vous êtes fier d'être européen? C'est assez curieux comme résultat du sondage, c'est que les trois régions françaises qui répondent fiers pour les trois, dans un ordre qui peut être un peu différent, c'est toujours les mêmes régions qui arrivent en tête. Les Bretons, les Alsaciens, les Corses. Avec des ordres différents, par exemple, sans surprise, ce sont les Alsaciens qui se montrent les plus européens. Les Bretons aussi, jusqu'à une date récente, se montraient particulièrement proches des élections européennes. Alors, ça laisse quand même à penser à beaucoup de choses. Ce sont les régions qui sont le plus hérissées de particularités. Je me souviens d'un colloque à Strasbourg qui était porté sur ces particularités régionales et où un monsieur dans la salle s'est levé et m'a dit vous et nous avons la même histoire. Je lui ai dit pardonnez-moi, votre histoire est quand même plus tragique que la nôtre parce que la Bretagne n'a pas subi d'amputation historique. C'est quand même très différent. Et il m'a répondu sans doute, mais vous savez, entre vous et nous, il n'y a que la France. Ce que j'ai trouvé une réponse assez drôle. Ça montre, à mon avis, assez bien qu'on peut faire coexister des appartenances qui ont l'air contradictoires, mais qui ne le sont pas si on les hiérarchise. Cette idée de hiérarchie a été développée de façon magistrale, je trouve, par un sociologue, anthropologue, je ne sais pas comment le qualifier, qui est peu connu et qui a fait une œuvre magnifique qui s'appelle Louis Dumont, qui a écrit un livre qui s'appelle Homo Hierarchicus et un second livre qui fait le pendant qui s'appelle Homo Equalis. Et ce qu'il explique, c'est que selon les contextes où nous sommes enracinés, il arrive que nous fassions passer une appartenance avant l'autre. Mais, dit-il, avec beaucoup de justesse, je crois, cette position subalterne d'une appartenance par rapport à une autre peut s'inverser dans un contexte différent. C'est-à-dire qu'il y a des cas où on fait passer l'intérêt national avant l'intérêt local. Mais il y a des moments où c'est l'intérêt local qui triomphe. Et quand on a compris ça, qu'il s'agit d'une hiérarchie, mais que cette hiérarchie peut bouger, se transformer, il me semble qu'on voit très différemment le rapport entre des identités plurielles.
Ce podcast vous est proposé par le 1 Hebdo, l'hebdomadaire qui décrypte l'actualité en 1 heure de lecture. Retrouvez le 1 Hebdo chaque semaine en kiosque et en librairie et à l'abonnement sur le1hebdo.fr. Vous pouvez assister au lundi du 1 chaque mois à la bourse de commerce Pinot Collection. Pour rester informé, abonnez-vous à notre newsletter, La Lettre du 1. Alors, Mona, pour continuer sur cette notion de nouveau, il y a un concept que vous pouvez développer, c'est celui des avant-gardes. Est-ce que la nouveauté, c'est aussi des avant-gardes qui, à un moment donné, prennent le devant de la scène, mais sont aussi assez vite remplacés? Oui, d'ailleurs, c'est un peu la définition que Baudelaire donnait du moderne, le moderne étant très souvent équivalent du nouveau. Et donc, Baudelaire disait que l'avant-garde était toujours quelque chose de subversif par rapport à l'ancien. Mais ce que l'on remarque dans la succession des avant-gardes, c'est à quelle vitesse une avant-garde devient une arrière-garde. Et là-dessus, il y a un auteur qui raconte ça très bien et du coup, qui l'emblématise par sa propre longévité. C'est Michel Leiris qui a connu plusieurs adhésions à l'avant-garde. Chacune de ces avant-gardes découronnant immédiatement la précédente, qui devient une arrière-garde. Il dit avoir franchi plusieurs attachements politiques ou idéologiques, si vous préférez. Par exemple, il a été surréaliste au début, et comme vous savez, le surréalisme avait proféré une sorte de doukase contre la tentation du romanesque ou du roman. Et là-dessus, Leiris dit qu'il quitte le surréalisme lorsque surgit la tentation ou la promesse de l'existentialisme sartrien. Il abandonne le surréalisme au profit de ce nouveau réel qui est en train de se constituer dans l'engagement. Et il dit aussi qu'après cet engagement sartrien, il est revenu à une idéologie plus soucieuse du passé et du réel passé. Et du coup, il pense que désormais, l'écrivain a le droit au récit, à l'intrigue, aux personnages, toutes choses qui ont été abandonnées successivement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le nouveau, à chaque fois, a progressé ou s'est transformé en raison d'une restriction des possibilités de l'écrivain. On a commencé par dire qu'on ne pouvait plus raconter vraiment d'histoire. On s'est entouré de contraintes inimaginables. Songez à ce que fait par exemple Pérec, qui écrit tout un roman qui s'appelle La disparition, et c'est la disparition de la lettre E. Et je vous invite à écrire une seule phrase ou même un tout petit paragraphe d'où aurait disparu la lettre E. Rien de plus contraignant, rien de plus difficile. Oui. Mais il y a quelque chose de frappant là-dedans, c'est que toute cette contrainte formelle, cette espèce de rigueur paralysante pour un écrivain, ça vient tout au bout d'un mouvement de pensée où on tord le cou à ce qu'on peut appeler la fonction mimétique du langage. Il n'y a plus de place pour la mimésis. Le roman ou l'œuvre littéraire en général n'est plus faite pour raconter. L'idéal, au bout de cette entreprise, ce serait le roman sur le rien préconisé par Flaubert. C'est ça. Écrire un roman sur le rien où il n'y a rien à dire, où il n'y a pas de personnage, où il n'y a pas d'intrigue, c'est ça qui a, fait la succession des avant-gardes. Mais ce qui est atteint dans cette succession d'avant-garde très précipitée, il n'y a plus beaucoup de temps pour développer une pensée d'avant-garde, ça nous inciterait presque à conclure que le nouveau est tout de suite remplacé. Et une conclusion supplémentaire, sans doute, c'est que la mode est faite pour se démoder, le nouveau est fait pour s'annuler lui-même, et d'autre part, le nouveau,
l'adoration du nouveau fait vieillir de façon accélérée, puisque ce à quoi on a cru la veille est démonétisé le lendemain. Oui. Alors, Mona, dans votre passion, sinon révolutionnaire, mais pour ce moment de la Révolution, il y a cette utopie que vous avez souvent soulignée, et notamment lors du mouvement des Gilets jaunes, où je vous avais demandé s'il y avait un lien finalement entre les sans-culottes et les Gilets jaunes. Et vous aviez une réponse, j'aimerais bien que vous la développiez, autour du fait de cette utopie révolutionnaire qui consistait à vouloir démolir les rues de Paris pour les reconstruire, que le soleil rentre dans chaque maison de Paris. Ce qui me frappait à l'époque, c'est le goût de l'instantanéité. Tout doit être fait tout de suite. Et si on ne le fait pas tout de suite, on ne le fait jamais. Il faut que tout soit neuf, comme dit Saint-Just. Il faut que tout soit neuf dans un régime d'innovation. Il dit tout ce qui n'est pas nouveau est pernicieux dans un régime d'innovation. Et à mon avis, il se fait répondre de façon tout à fait particulière, et j'ai presque envie d'adhérer à la réponse qui lui est faite qu'à la phrase de Saint-Just, par un Girondin obscur, mais tout à fait sympathique, qui s'appelle Bancal des Issards, et qui dit à Saint-Just, oui, vous avez raison, tout est neuf en révolution, tout, sauf les passions des hommes qui restent identiques à travers les lieux et à travers les siècles. Et je trouve que c'est une réponse extraordinaire, parce que c'est une réponse qui nous fait comprendre que les hommes ne sont pas faits pour vivre selon des normes abstraites, et qu'il faut bien qu'il y ait des aménagements et des accommodements avec le nouveau intégral, le nouveau absolu. Et ça fait beaucoup réfléchir, je pense. D'ailleurs, ça ne fait pas forcément réfléchir de façon pessimiste, parce que si on reprend l'histoire de France et la difficulté pour le XIXe siècle de digérer la Révolution française, qui est du coup un siècle, comme je l'ai dit tout à l'heure, des retours permanents, on se rend compte que malgré tout, la défaite du nouveau absolu, du nouveau prodigieux, de la langue du miracle, qui est celle des débuts de la Révolution, on se rend compte que on peut croire quand même à la nouveauté en lui donnant le temps de se manifester. Il y a un débat très intéressant sous la Révolution pour le tutoiement, pour que tout le monde se tutoie. C'est évidemment une revendication d'égalité démocratique. Mais ça donne lieu à une controverse à l'intérieur de l'Assemblée entre des gens qui sont des révolutionnaires, les uns et les autres. Et il y a un dialogue très passionnant entre Bazire, qui dit qu'il faut immédiatement prendre ce décret et empêcher qu'il y ait encore des catégories qui n'utilisent pas le tutoiement. Il faut le réintégrer, ce tutoiement obligatoire, dans la société, mais aussi dans la famille, dans la filiation. Bon, il faut que tout le monde soit égal, donc les enfants doivent tutoyer leurs parents, ce qui est une nouveauté à l'époque. Et quelqu'un comme Thuriot lui répond oui, c'est bien d'imposer le tutoiement, mais précisément, est-ce qu'il faut l'imposer? Et il répond, quand la raison humaine aura fait des progrès, alors rendons ce décret. Et je trouve que dans cet alors, il y a quand même quelque chose de formidable. C'est l'idée que les nouveautés, pour percer, doivent être écoutables. Il faut un public capable de capter ce qui est contenu dans cette nouveauté. Donc il faut attendre que les idées mûrissent. Il faut le temps. Et rien que cette idée qu'il faut attendre, à mon avis, c'était cela que je voyais dans le mouvement des Gilets jaunes. Il faut tout de suite, et surtout, il ne faut pas de médiation. Il y a eu dans le mouvement des Gilets jaunes une sorte de critique immédiate de la représentation. Dès qu'il y a un représentant, il est l'objet de la vindicte des représentés. Et donc, il y a un écart là entre représentant et représenté qu'il est très difficile d'annuler. On le voit encore aujourd'hui. La méfiance à l'égard des élites l'illustre parfaitement.
C'est-à-dire que les représentants, par leur connaissance, par leur arrogance, sont immédiatement les victimes des représentés. Et il faut établir entre les deux une proportion équitable. C'est toujours notre problème. C'est le problème de toute élection, du reste. Vous aviez dit aussi que les Gilets jaunes, c'était une révolte ou une révolution sans espérance. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est en quoi pouvons-nous espérer et est-ce que le nouveau que nous pouvons espérer peut arriver et où? Oui, mais ça me renvoie à un rôle de prophétesse que j'ai du mal à endosser. Et d'ailleurs, je ne suis pas seul dans ce cas à ne pas pouvoir l'imaginer. Mais je pense que l'idée que j'ai développée à travers le décret sur le tutoiement nous apprend quand même que une des espérances, c'est que nous comprenions collectivement qu'on ne peut pas faire l'œuvre du temps à sa place. Et au fond, c'est dans la représentation de ce qu'il faut de temps pour une nouveauté à émerger, pour se pérenniser, est quelque chose d'important parce que ça inclut forcément le recours à une vertu qui n'est pas une vertu tellement pratiquée aujourd'hui et qui est la vertu de la modération. Et qui, du reste, habite une conversation comme celle que nous avons, parce que pour avoir une conversation, il faut s'établir, il faut que les partenaires s'établissent dans un climat de confiance. Et il faut que la discussion ne tourne pas au pugilat et à l'insulte, ce que notre Assemblée nous donne comme fâcheux exemple à peu près tous les jours, où tout débat finit dans l'insulte, et où au fond, on utilise le mot d'assassin à tort ou à travers. Tout homme, tout politique qui n'est pas en accord avec nos tendances profondes, nos options profondes, est très volontiers promis à la guillotine. Encore une résurgence révolutionnaire presque impossible à éviter en France. Oui, on avait vu d'ailleurs des sigles de guillotine apparaître au moment du mouvement des Gilets jaunes. Ça vous avait beaucoup frappé, ce moment. Alors précisément, et pour terminer, chère Mona, ce temps, où est-ce qu'on peut le trouver dans la mesure où nous sommes, on le voit tous, dans une société que Régis Debray appelle de présentisme. On a l'impression qu'il n'y a pas eu d'avant, que l'histoire c'était hier et encore. Comment l'historienne que vous êtes, donc il y a vraiment une amitié particulière avec le temps, voit cette accélération à laquelle on assiste depuis, on pourrait dire depuis l'étincelle numérique, depuis 20 ans, on peut dire que tout s'est accéléré. Oui, le remède est probablement dans un retour, ce qui sera évidemment contradictoire avec l'idée de nouveauté absolue, qui est une folie à mes yeux. Mais je pense que le secours est dans la littérature, plus que dans l'histoire, à mon sens. Parce que la littérature est un monde de la lenteur. Et que une des difficultés de notre temps, c'est de refuser le temps qu'il faut pour entrer dans un roman. C'est le remplacement du roman ou de l'œuvre littéraire par la communication. C'est la différence entre une conversation et une communication. C'est l'extrême différence et c'est pourquoi la conversation s'établit dans un climat, disons, de légèreté dont on a besoin, de gaieté même peut-être, avec un peu de chance. Et donc je pense qu'il faut se réhabituer, il faut essayer de se réhabituer à la lenteur du temps, comme je l'explique à propos de la politique républicaine ou de l'acculturation républicaine. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que le recours à ces formes de réflexion lente que sont le commerce avec les grandes œuvres de l'esprit. Ça veut dire tordre le cou à l'argument qu'on entend si souvent: à quoi sert la princesse de Clèves? Elle ne sert absolument à rien d'utile. Mais il n'est peut-être pas impossible que la lecture de la princesse de Clèves ouvre à un monde qui nous est devenu presque inintelligible, mais qui avait son sens et ses vertus. Je prêche une utopie sans doute, mais je crois que c'est ce recours
aux formes de réflexion qui impliquent la lenteur, la poésie par exemple, qui peut servir de secours. Vous allez me dire que c'est une niaiserie supplémentaire, sans doute, mais c'est la seule que je trouve à opposer à cette espèce de vitesse qui décolore le lendemain la nouveauté du jour précédent. Mona, merci beaucoup de nous avoir ouvert de la légèreté, de la joie et nous avoir incité à la lenteur. Merci infiniment. Mais c'est vous. Juste un mot, j'aurais dû conclure en disant que Éric, en réanimant le genre ancien de la conversation, est en train de créer du nouveau. Dans le prochain épisode, Éric Fotorino reçoit Jérôme Fourquet pour nous parler de métamorphose. Cette conversation vous est proposée par le 1 Hebdo, un hebdomadaire qui depuis 10 ans traite d'une grande question d'actualité en rassemblant plusieurs points de vue, plusieurs regards. Cette aventure de presse unique en son genre est née d'un besoin d'ouverture à la réflexion et à l'intégration des savoirs dans une époque toujours plus complexe où débattre avec nuance est devenu difficile. Nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi en kiosque pour vous proposer de vivre notre époque sans la subir à travers la plume d'écrivains, de chercheurs de tous horizons, d'illustrateurs, de poètes et bien sûr de journalistes. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette belle aventure de presse libre et indépendante en vous abonnant sur le 1hebdo.fr.